Une infodémie aussi massive et dangereuse que le virus lui-même. C'est les mots choisis par l'OMS pour mettre en garde contre la vague de fausses informations qui déferlent en parallèle du coronavirus. Alors pourquoi cette crise est-elle propice aux fausses informations et comment condamner leurs auteurs? Voici votre nouveau décode aux infos 100% vérifiées. Vous avez très certainement reçu ce genre de message audio sur WhatsApp. Justine m'a téléphoné ce matin, elle est médecin au CHUV, en me disant que la situation était vraiment vraiment grave. Les gens sont déjà dans les couloirs. Vous êtes peut-être aussi tombé sur ce type d'article sur les réseaux sociaux. Ou sur une publicité qui ressemblait à ça. Une étude a montré que les fausses informations circulent plus vite que les vraies. Sur Twitter par exemple, elles sont 70% davantage partagées. Pourquoi? Parce qu'on est plus attiré par les informations qui vont dans le sens de notre pensée. Et parce qu'on fait généralement plus confiance à des infos transmises par des amis que par des médias, même reconnus. Et si les fausses informations abondent depuis l'apparition du coronavirus, c'est parce que même pour les professionnels de la santé, la situation reste floue. C'est ce que nous explique Kieran Bryce, professeur en cybersécurité à la Haute École de Gestion de Genève. Un facteur important est que le virus est récent et peu de connaissances existent à la différence de la grippe ou d'autres maladies connues. On peut avoir l'impression même que les services sanitaires sont en train d'apprendre. Tout est nouveau, donc il est difficile pour l'Internet de distinguer le vrai du faux. Les informations sur le thème de la santé sont d'ailleurs de manière générale propices aux fake news. Selon une étude, 40% des principaux liens sur Internet qui donnent des renseignements sur des maladies communes contiendraient des informations fausses ou trompeuses. Une énorme menace sur la santé publique. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par le terme fake news? Il ne s'agit pas seulement d'une fausse information. Il faut aussi qu'elle ait été créée à des buts de manipulation. Ça veut dire que ses auteurs cherchent à en tirer parti d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, ce n'est pas la fake news en tant que telle qui est illégale et qui peut être punie par la justice, mais les infractions qui peuvent en découler. La plus courante, la diffamation ou la calomnie. C'est le cas lorsqu'une publication s'en prend directement à une personne ou à une entreprise en donnant de fausses informations qui peuvent porter atteinte à son honneur. Une fake news peut aussi être considérée comme une incitation à la haine, envers une personne ou un groupe de personnes, parce qu'elle contient par exemple des propos misogynes ou racistes. Et puis il y a tout ce qui relève de l'usurpation d'identité ou de l'arnaque. Des faux sites de vente par exemple, qui remettent des marchandises d'une qualité bien inférieure à celle promise dans leurs annonces. Il faut signaler aussi cet article méconnu du Code pénal suisse. Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni. Ce serait le cas notamment d'un post mensonger sur Facebook qui mettrait en garde contre un foyer important de Covid-19 en pointant du doigt un lieu précis, par exemple une commune en particulier. Mais pour établir une sanction, il faut déjà retrouver les coupables, une tâche souvent très difficile. Techniquement, on peut identifier un utilisateur sur un forum par son adresse Internet, à travers laquelle il se connecte au forum. Mais ces adresses peuvent être falsifiées. Et au fur et à mesure que le fake news se propage, il peut devenir très compliqué d'identifier les véritables origines de ces informations. En plus, ce sont parfois des organisations étatiques ou mandatées par un État qui sont responsables de la diffusion de fake news, comme c'est le cas pour les cyberattaques que subissent nos entreprises. Des politologues soupçonnent plusieurs pays de servir les fake news comme un outil stratégique pour avancer leurs intérêts. Ensuite, il faut récolter les preuves qui permettront leur condamnation. Ça passe souvent par de longues recherches sur le web grâce à la méthode de l'Open Source Intelligence, donc à partir de sources publiques et ouvertes sur le web, mais souvent bien cachées. Ou alors en saisissant les appareils électroniques des personnes soupçonnées. Si vous saisissez le PC de quelqu'un soupçonné de faire des fake news, vous pouvez trouver peut-être des indices sur son PC, par exemple des fichiers ou des images, même si cette personne a effacé ces fichiers. Mais l'origine des fake news doit être alors en Suisse. Et ces mesures ne sont guère applicables à ceux qui se spécialisent dans les fake news et qui savent briller les pistes. Par exemple,
un pirate peut placer des logiciels malveillants sur le PC d'une autre personne et s'en servir pour poster des fake news depuis ce PC. Mais il y a aussi les fake news qui ne sont pas reliées directement à une infraction. Elles émanent notamment des milieux conspirationnistes ou veulent juste créer le buzz. Pour celles-ci, la justice reste souvent impuissante. Car la loi en Suisse reste très permissive. En 2018, la Confédération s'est bien penchée sur la question, mais le Conseil fédéral a répondu dans un long rapport que les lois actuelles suffisent. Pour le reste, il en appelle à une autorégulation de la branche. D'autres pays sont allés un peu plus loin. En France, par exemple, la loi sur les fausses nouvelles troublant l'ordre public a déjà été adoptée en 1881. Et oui, les fake news, ça existait bien avant Internet. Et il y a 2 ans, on a renforcé l'arsenal juridique avec la nouvelle loi contre la manipulation de l'information. Celle-ci ne s'applique que dans un cadre électoral pour protéger les candidats et les partis politiques dans les 3 mois qui précèdent un scrutin national. Beaucoup plus sévère sur le sujet, l'Allemagne. Là-bas, les réseaux sociaux ont notamment l'obligation de supprimer les publications au contenu clairement délictueux dans un délai de 24 heures, au risque de devoir payer une amende jusqu'à 50 millions d'euros. Mais est-ce vraiment la bonne solution de demander aux réseaux sociaux ou autres moteurs de recherche de filtrer les fausses informations? On a posé la question au professeur Bryce. Un grand problème est le très grand volume d'informations traitées chaque jour. De plus, les internautes adorent les réseaux sociaux pour leur côté spontané et instantané. Et on ne peut pas ajouter des contrôles sans endommager cette spontanéité. Alors sont-ils prêts, les internautes? Et d'ailleurs, les plateformes web ne sont pas les seules sources de fake news. Il y a aussi les médias traditionnels. Par exemple, dans un premier temps, Fox News a traité le Covid-19 de canular. Nous sommes entrés dans un monde post-vérité dans lequel on choisit ses croyances en fonction de l'affinité qu'on éprouve pour ses sources. Dans le contexte de la pandémie actuelle, les géants du web ont pris des mesures inédites. Sur Facebook, Instagram ou Google par exemple, un message renvoie à des sources officielles comme l'OMS ou en Suisse vers l'OFSP. Ils ont aussi mis sur pied des équipes qui sont chargées de contrôler les infos qu'on leur signale et de les supprimer si elles sont considérées comme trompeuses. Mais bien sûr, ça ne suffit pas à tout filtrer car de nouveaux contenus sont sans cesse créés et partagés. Le problème aussi, c'est que l'on reçoit certaines informations par le biais de messageries privées, sur WhatsApp par exemple. Des messages cryptés que les plateformes elles-mêmes ne peuvent pas contrôler. Dans ces cas-là, la seule protection, c'est vous et votre esprit critique. Alors avant de cliquer sur transférer, prenez bien le temps de checker la source de ces informations et en cas de doute, abstenez-vous, ne partagez pas plus loin. La seule solution pour stopper la chaîne de contamination de l'information.